Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Oli Médical. Oli Médical, le programme qui accompagne les professionnels de la santé qui envisagent de faire leur ALIA. Bonjour Jonathan, comment ça va ? Bonjour Oren, très très bien et toi ? Alors je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission et on a aujourd'hui un invité de marque. On est ravis de te recevoir. Rina Hadjedj, docteur Rina Hadjedj. Merci pour le temps que tu nous accordes. D'abord, c'est pas évident. Toujours une petite dose de gêne quand on invite un médecin parce qu'on se dit c'est soit du temps qu'on lui vole sur sa vie de famille, soit sur un patient. Mais bon, généralement, on obtient des informations tellement intéressantes qu'on se dit ça va aider tellement de monde derrière qu'on est ravis quand même donc, de vous recevoir. Et aujourd'hui, on a plein de raisons d'avoir invité Dr Hadjedj. Dr Hadjedj qui est donc interne en gynécologie au sein de l'hôpital Asuta Ashdod, hôpital public. Qui a fait un passage, d'ailleurs passage a priori pas achevé à l'armée, puisque tu es réserviste en tant que médecin à l'armée, et qui a bénéficié de la passerelle après la 3e année, donc tu as commencé tes études en France et tu as pu les prolonger en Israël à l'université Bar-Ilan à Tzfat. À Tzfat, exactement. Donc programme très chargé et très intéressant, notamment pour les étudiants, les internes, les jeunes médecins qui nous écoutent et qui envisagent ces différentes options. Commençons peut-être par parler d'Asuta Ashdod où tu es actuellement, Oli Médical qui s'est aussi beaucoup fait connaître au départ avec le lancement de l'hôpital Asuta Ashdod qui cherchait à recruter des médecins à l'étranger. Comment c'est de travailler dans un hôpital qui vient de naître finalement ? Avantages, inconvénients, parce que ça fait quoi, à peu près 2 ans que l'hôpital existe, 2-3 ans max ? Ouais, exactement, ça fait 2 ans. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que beaucoup m'ont dit qu'ils cherchaient à recruter des Français, mais on est très très peu de ce que j'ai vu. Ça a des avantages, parce que déjà c'est un hôpital au niveau des infrastructures qui est très beau, très agréable. Et puis évidemment, les médecins ne sont pas nouveaux, hein, c'est que des médecins bien expérimentés qui viennent d'hôpitaux aux alentours, à Safaroufé, Shaare Tzedek, à Jérusalem, Ichilov, on a des médecins qui viennent un peu partout. Mais il y a comme ça un peu une volonté de faire quelque chose d'un peu différent, d'avoir une approche un peu meilleure. Je ne sais pas à quel point ça fonctionne. On retrouve un peu dans les mêmes défis de trop de garde, trop de travail, pas assez de personnel. Mais bon, il y a une bonne volonté. De par le matériel dans lequel ils ont investi, de par les procédures. Où est-ce que tu sens la nouveauté finalement, en tout cas la tentative d'innovation ? Le matériel et puis évidemment l'approche, on va dire, l'approche du chef de service vis-à-vis de nous, par exemple les internes, cette volonté d'investir dans nous, de nous écouter. On n'a pas l'impression d'arriver dans un service bien poussiéreux avec les règles qui sont établies depuis 100 ans et on doit s'y plier. On a l'impression de pouvoir avoir un impact. Tout est neuf dans l'hôpital, toutes les machines, tous les lits, tout a été acheté neuf ou bien ils ont récupéré des machines qui existaient je ne parle pas de matériel il y a 30 ans, tout est... Très bonne question, mais il me semble que tout est neuf. Ouais, je n'ai pas d'informations. En tout cas, tu nous as tendu la perche avec leur souhait effectivement de recruter des Français. Et c'est peut-être l'occasion de repréciser. L'hôpital, à sa création, s'est dit on va justement pas aller prendre uniquement des professionnels de la santé à d'autres hôpitaux et donc en quelque sorte déplacer le problème du manque de professionnels de la santé. Et donc ils ont eu la bonne idée de se dire peut-être qu'il y a à l'étranger des médecins juifs qui envisagent de faire leur ALIA et qui pourraient travailler dans nos services. Et ils ont effectivement voyagé en France et rencontré lors d'un salon de l'ALIA plus de 70 personnes. Il y a effectivement eu beaucoup d'interviews. En revanche, ils s'attendaient, en tout cas à ce stade-là de l'avancement du recrutement, à avoir principalement des personnes avec un niveau chef de service. Et il y en avait. Mais quand on fait sa ALIA, on n'est pas tout de suite parachuté chef de service. Il faut un peu commencer à comprendre le système, à parler hébreu. Et donc il y a probablement peut-être un peu trop d'ambition à ce moment-là par rapport à ce projet-là. D'autant plus que l'objectif n'était pas de recruter des francophones, ça reste un hôpital israélien qui reçoit finalement des Israéliens, des personnes qui ne parlent pas forcément français. Être francophone pouvait être un plus. Et donc c'était peut-être effectivement un pari ambitieux. Pour autant, il y a quand même beaucoup de médecins étrangers à l'hôpital, si j'ai bien compris. Pas tant que ça finalement. Pas tant que ça, non. Ok, bon, à suivre de près. Alors comment ça se passe ? Ils ont fait venir, tu as dit, des gens d'un peu partout, des hôpitaux qui étaient déjà existants en Israël. On a entendu parler, il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis sur
le manque de budget, sur le manque de personnes, tu en as parlé tout à l'heure. Ça se ressent au quotidien ? Non, pas vraiment. Je pense que le manque de personnel, c'est un problème global en Israël. C'est un problème du Misrad Habriut. C'est pas un problème de notre hôpital. On est tout le temps en sous-effectif et moi, c'est comme ça partout, hein. Même dans d'autres pays, je pense que c'est le principe de la médecine où il faut toujours presser les médecins à fond et nous faire travailler trop. Mais on ne le ressent pas dans le quotidien. On ne le ressent pas. Et sans respecter un ordre chronologique, donc Oren a parlé de la carrière militaire au sein de l'armée, donc une expérience, on aimerait que tu nous en parles, d'autant plus que c'est une question qui remonte beaucoup auprès des jeunes, des internes ou des étudiants qui veulent faire leur alia. Pour eux, c'est une case obligatoire s'ils arrivent avant la limite de l'âge d'enrôlement. Tu t'es porté volontaire, finalement rien ne t'obligeait à aller à l'armée, t'as toqué à la porte du Lishkat Hagius, si on peut dire, du bureau d'enrôlement, et aujourd'hui tu fais partie d'une unité qui monte des hôpitaux de terrain en cas de besoin. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi avoir fait ça, et puis en quoi consiste ton rôle en tant que médecin au sein de l'armée ? Ok, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une carrière militaire, hein, c'est un peu prétentieux. Ouais. Expérience de réserviste aujourd'hui. En fait, pour moi, c'était très important de donner aussi ma participation à Tsahal. J'ai fait mon alia par sionisme, donc c'était quelque chose pour moi qui me manquait beaucoup. J'ai fait mon alia à 21 ans, donc comme vous devez le savoir, à 20 ans révolus, les filles ne sont pas obligées de faire l'armée. Je me suis portée donc volontaire. Et j'ai rencontré une personne extraordinaire sur mon chemin. C'est pas le même âge pour les garçons, ouais. Non, mais même pour les femmes médecins, en fait. Pour les femmes qui arrivent en tant que médecin. Moi, je suis arrivée en tant qu'étudiante. Pas encore médecin. Ouais, je suis arrivée en tant qu'étudiante, exactement. C'est quel âge d'ailleurs pour les femmes médecins ? Alors pour les hommes aujourd'hui c'est 33 ans révolus et pour les femmes c'est 28 ans révolus en tant que médecin. Okay. Une femme mariée avec des enfants serait exemptée, un homme marié avec des enfants ne serait pas exempté, mais évidemment il y a des commissions et ils peuvent demander des conditions d'enrôlement qui sont un peu plus légères ou adaptées à sa situation familiale. Une femme exemptée peut aussi demander à s'enrôler volontairement en tant que médecin. Donc après, si vous avez dépassé l'âge et que vous envisagez quand même, alors vous avez l'option que Rina a opté, certes, de je me suis portée volontaire en tant que réserviste, en Milouim. Donc à l'époque, c'était une fakédette une ktina qui s'appelle Chen Saeg, qui était vraiment une fille extraordinaire, qui m'a beaucoup aidée dans la démarche. Et j'ai dû faire en fait une formation qui s'appelle le cours Scarap, cours Ktine Refoua, des commandants de médecine militaire, on peut traduire ça comme ça. C'est quelque chose, c'est un cours, c'est-à-dire une formation que tous les médecins qui terminent médecine en Israël, donc les Israéliens, font, même évidemment s'ils ont fait l'armée, ils ont tous fait l'armée à 18 ans, et c'est un complément qui fait que tout le monde va devenir ktsinim, donc officier, puisqu'un médecin, selon les lois de l'armée israélienne, doit être officier. Et ça donne une formation professionnelle au niveau basique plus même. Donc en fait c'est la formation que font les Israéliens qui ont été faire l'armée pas en tant que médecins, ils sont sortis ensuite faire des études de médecine, et puis quand ils arrivent en tant que réservistes, autant servir en tant que médecin vu que maintenant en civil leur profession c'est la médecine. C'est même pas autant, c'est l'armée les oblige à servir en tant que médecin. L'armée a soif de médecins, parce qu'ils ont beaucoup besoin de médecins. Et donc on passe ce cours-là qui finalement nous apprend à être médecin au sein de l'armée. Voilà, exactement. Donc ceux qui étaient dans des unités d'élite généralement retournent dans leur unité d'élite en tant que médecins. Ceux qui n'étaient pas, ils sont dispatchés dans différentes unités. Et pendant ce cours, on est déjà principalement à Bad Esser, c'est le centre de formation de l'armée militaire. Et on est aussi à Bad Echad pour faire, on va dire, un micro-course d'officier. Donc concrètement, qu'est-ce que vous apprenez finalement ? Vous apprenez plus vous êtes déjà médecin ? Ouais, alors on apprend... Qu'est-ce qu'on vient vous apporter en plus pendant cette formation ? On apprend ce que c'est déjà, d'un point de vue militaire, ce que c'est d'être un officier à Tsahal. Parce que pour moi, c'était une expérience géniale. J'ai vraiment adoré. Les Israéliens, ils prenaient ça avec un peu plus d'ironie parce qu'en plus, ils arrivent là-bas à 35 ans, on va dire, en moyenne. Ils laissent leurs femmes et leurs enfants à la maison pendant 1 mois et demi. Ils sont pendant 1 mois et demi à l'armée. Ouais, il y en a qui prennent ça comme des vacances. Il y en a qui sont un peu impatients. Mais
Donc on apprend des choses militaires et il y a tout un aspect militaire et il y a un énorme aspect qui est un aspect professionnel, puisque même si on est tous médecins, il y en a qui sont anesthésistes, il y en a qui sont gynécologues comme moi, il y en a qui sont Rofé Mishpacha, médecins de famille, et on n'a pas beaucoup de connaissances au final en médecine militaire, en médecine d'urgence. Donc on apprend vraiment les schémas de trauma, comment s'occuper d'un blessé. Ça veut dire qu'au final, c'est des automatismes, comme un combattant qui apprendrait des automatismes, que faire dans telle ou telle situation. Finalement, c'est devenu machinal, si on peut dire. C'est-à-dire que tu sais que dans telle situation, tu dois réagir comme ça, dans telle situation, la médecine d'urgence, le but, c'est que ça devienne beaucoup de protocoles et d'automatismes pour pouvoir le faire même en situation de stress. Ok. C'est ça. Donc ça, tu l'as fait avant ton internat, finalement. Exactement, je l'ai fait après mon stage et avant mon internat. D'accord, donc petit rappel pour les personnes qui nous suivent, en Israël on fait 6 ans d'études dans une université, puis 1 an de stage, et ensuite on commence à aller chercher un internat et on passe pas d'examen pour être accepté en internat. C'est une procédure dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure qui est assez complexe, qui finalement c'est comme postuler à n'importe quelle entreprise, quoi. Il faut se faire connaître, se faire apprécier et se faire donc recruter. Mais toi, avant de commencer ton internat, tu t'es dit je vais me faire donc une expérience à l'armée. Est-ce qu'elle finalement elle t'a été utile pour être prise en internat? C'est quelque chose que tu as pu valoriser? Comment c'est perçu finalement par le chef de service? C'est une bonne question. Je pense que c'est valorisé. Mm-hmm. Je pense pas que c'est quelque chose d'indispensable, mais je suis sûre que quand il voit ça sur mon CV, il a été quand même... Ça a été pris en compte. Ça a été pris en compte. C'est sûr que nous, on a notre impression, avec un regard extérieur, nous ne sommes que des civils, on n'est pas médecins, c'est que finalement, grosso modo, tout le monde de la médecine, en tout cas de la direction médicale en Israël, sont tous passés par la case corps médical de l'armée. Finalement, ils se connaissent tous, ils ont fait les différents cours ensemble. Et puisque de toute façon, en Israël, il y a une loi qui dit que pour être directeur d'hôpital, il faut être médecin, finalement, ils se connaissent tous. Et certainement que, enrôlé volontaire, cours d'officier, tu arrives... Certainement, ça impressionne quelque part, non? Certainement, je sais pas. En tout cas, un des mannequins de l'hôpital, un des directeurs de l'hôpital à Souta, il a déjà eu le temps de changer en 2 ans, mais ça a été Doudou Dagan, qui était l'officier en chef des armées, en fait, le médecin... le plus haut gradé de l'armée, je ne sais pas trop comment traduire ça en français, mais je pense qu'on a compris. Exactement, le Karpar. Quand moi j'étais en course, et j'avais eu une Itztainut de Raël et Mofet. Distinction, donc j'avais pu parler pendant la fin du cours, lors de la cérémonie. Et donc à ce moment-là, je l'avais rencontré, etc. Et c'est vrai qu'après, quand il m'avait rencontré en Khadar Leda, donc en plein milieu de la salle d'accouchement en maternité, c'était... Du coup, il a arrêté avec la passion, mais je te connais. Il s'était rappelé de moi, il s'était rappelé de mon discours. Top. Donc c'est vrai que ça ouvre des portes, forcément. Ouais. Et d'ailleurs, tu as parlé de Chen Sayag, Chen Sayag, on la connaît, on l'a rencontré au cours des divers rendez-vous qu'on a eu avec l'armée, parce que souvent, les jeunes en France, ils nous disent, mais l'armée, c'est un petit peu... on a l'impression que c'est les années 50, 60 où on nous enrôle de force, à la limite comme dans les caricatures de la guerre de sécession, un soir on te fait boire, le lendemain t'es en uniforme, alors qu'on essaye de leur expliquer, et tu pourras confirmer ou bien contredire, on essaye de leur expliquer que le corps médical de l'armée est vraiment à l'écoute et à l'attention. Et Chen Sayag, on l'a rencontrée puisqu'elle était, en tout cas maintenant elle a changé de rôle, elle était Roche Mador Rofim, elle était responsable donc des médecins à l'armée avec d'autres officiers de son grade. Et effectivement, c'est quelqu'un qui était très à l'écoute, pas seulement des médecins à l'armée, mais également du sujet des Olim, des médecins qui font leur alia de France, des États-Unis ou ailleurs et qui doivent s'enrôler à l'armée. Ouais. Donc, elle était géniale. D'ailleurs, j'avais fait, pour la petite anecdote, elle avait réussi à monter un groupe de médecins Olim. Donc moi, j'étais la plus jeune, c'était tous 50 plus les âges, et qui venaient de toutes spécialités et qui voulaient s'engager aussi en tant que mitnadvim, en tant que volontaire. Moi, évidemment, comme j'étais jeune, donc j'ai fait la formation que je vous ai expliquée. Mais eux, elle a réussi à aller un peu court-circuiter. Ils ont fait avec moi juste les tout premiers examens qu'on fait pour rentrer à l'armée. Et après, ils ont pu exercer chacun dans différentes bases. Il y avait un psychiatre, une médecin généraliste, etc. Donc
Donc tu confirmes, ils sont à l'écoute des Olives. Ouais, il y avait une Italienne, un Américain. Enfin, c'était vraiment super beau comme projet. Alors, on a beaucoup parlé de modalités techniques, mais on brûle d'impatience de savoir qu'est-ce que tu faisais concrètement. Qu'est-ce que tu fais concrètement en tant que médecin réserviste? Alors, je fais partie d'une ploga qui s'appelle le PALAC. C'est Ploga Leachia Kidmit. C'est-à-dire qu'en fait, on crée en gros un petit hôpital de campagne, une grande tente avec des machines. On a même des Mechonot Anchama, donc des machines pour d'aspiration respiratoire artificielle. Je sais plus la médecine en français. Même si j'ai étudié 3 ans en France, c'est comme si... Et moi, je me rends compte qu'on a commencé à prendre les termes médicaux en français. C'est ça. Et on a aussi la capacité de donner du sang, donc on a la capacité de s'occuper de blessés graves et moins graves. Le but des PALAC, c'est d'être dispersés dans une guerre qui serait profonde, lo alenu, donc par exemple Liban, Syrie. C'est pas trop pour Gaza, parce que Gaza c'est assez proche d'un hôpital pour pouvoir avoir des ambulances, Soroka, pour avoir des ambulances ou même très rapidement un hélicoptère. Mais c'est pour des guerres qui seraient loin de l'hôpital. Ça permet de faire en fait une Tachanat Benaim en fait. Un avant-poste. Un avant-poste, exactement. En combien de temps vous montez un hôpital médical de terrain? Rapidement. Ouais. Enfin, en entraînement, on a un peu plus de temps, mais pour le faire super bien. Mais c'est une question quand même quelques heures. À quelques heures carrément, quoi. Ouais. Waouh, impressionnant. Et c'est le même type de structure qui est envoyée à l'étranger en cas de tremblement de terre, etc. Ou c'est le même type de structure, mais c'est pas nous. C'est une autre unité. Ouais, c'est d'autres unités. C'est Picouda Oref. C'est Picouda Oref, exactement. Mais c'est exactement, ça ressemble à ça. Ce sera l'occasion d'inviter le commandant de cette unité, qui est francophone, hein, d'ailleurs. Ouais. L'officier Golanvar, qui est le commandant de cette unité du Picouda Oref, qui part dernièrement au Mexique, au Brésil ou ailleurs, effectivement. Donc vous aussi, si vous souhaitez être enrôlé en tant que réserviste, c'est une option qui vous est accessible, plus accessible si vous avez passé l'âge d'enrôlement obligatoire que le fait de porter donc l'uniforme en tant que médecin. N'hésitez pas à vous porter volontaire, engagez-vous, qu'il disait. C'est ça. Question par rapport à donc vous avez fait votre alia en 2012 à l'époque, donc vous étiez, on l'a dit tout à l'heure, qu'étudiante après la 3e année de médecine. Vous avez étudié où en France? Bichat-la-Riboisière. À Bichat-la-Riboisière. Wow. Et comment on passe de Bichat-la-Riboisière à Tzfat en Israël? Comme on m'a dit un jour, Tzarfat le Tzfat koloresh. Ah, pas mal. C'est juste un resh entre les deux. Un virage. Très différent. Ouais. Vous avez un petit virage. Supprimé le resh et passé à Tzfat. Très différent. Après, moi, c'est ce que je voulais. Je voulais être en Israël, donc j'allais pas du tout me plaindre. Il y a un côté, évidemment, très loin de tout. C'est-à-dire que le Canyon, le centre commercial le plus proche, il est à peu près à 2 heures de route à Haïfa. Enfin, le centre commercial digne de ce nom, disons. Ouais. Mais il y a aussi un côté qui est assez cool, puisque, un peu comme ce qu'on dit de l'université de Be'er-Sheva, la plupart des étudiants ne viennent pas de Tzfat. Évidemment, donc il y a vraiment une ambiance un peu de campus, on se sent vraiment, on a vraiment des amis, on était vraiment une super bande et en plus nous on habitait chez une famille qui s'appelle la famille Amar qui était à 2 doigts, vraiment à 2 pas de l'université. Des francophones? Non, des Israéliens. Puissance spirituelle comme ça, à Tzfat un petit peu, non? Un petit peu, ouais, mais vraiment, ils nous prenaient sous leur aile, des gens très très gentils. Je pense qu'en plus, quand on est éloigné, quand on est dans la périphérie, on n'a pas le piège qui est très facile de rester dans des cercles francophones, parce qu'on n'avait vraiment pas le choix d'être avec des Israéliens, donc la chance de devoir s'intégrer au final. Peut-être que tu peux nous parler un peu de cette passerelle, elle est assez difficilement accessible finalement. Ouais, voilà, je ne sais pas si on peut appeler ça une passerelle, parce que ce n'est pas fait pour les étudiants français, mais c'est fait pour les Israéliens qui vont étudier à l'étranger. Je ne suis pas sûre de mes chiffres, peut-être que vous saurez mieux que moi, mais il me semble qu'il y a plus de 50% des médecins israéliens, ou au moins 50% qui sont formés à l'étranger. Alors on a le chiffre, on a même une coupure de journal qu'on va vous montrer dans quelques instants. Il y a 6 médecins sur 10 en Israël ont appris la médecine à l'étranger justement, soit 58% des médecins en Israël. La moyenne de l'OCDE, c'est 20,3. Donc on a vraiment un taux très très élevé de médecins formés à l'étranger. C'est en effet extrêmement difficile de
c'est une comment tendance va à la s'initier. baisse. C'est une tendance à la baisse, c'est-à-dire que le directeur du département des licences au ministère de la Santé, le professeur Yatsiv, il est en train de verrouiller tout ça justement parce que, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une fierté nationale que les médecins soient formés en Israël, que ce soit des médecins made in Israel, et puis aussi parce qu'il y a eu beaucoup de fraudes, notamment avec des pays d'ex-URSS, comme l'Albanie, la Roumanie et d'autres pays. Donc oui, effectivement, c'est une tendance qui est à la baisse. Oui, pour d'un ces autre deux raisons. côté, l'accès aux études de médecine en Israël est vraiment très très difficile. Donc on a Ouais. une vague très importante de futurs médecins qui vont étudier justement dans les pays de l'Est. Et c'est pour cette raison qu'on a commencé à créer des programmes de formation en 3 ans ou en 4 ans qui permettent justement de ramener les étudiants de l'étranger vers la médecine israélienne. Et c'est donc de cette passerelle-là, a priori, pas directement pour les Français, dont tu as pu bénéficier. Exactement. En Israël, il y a la médecine en 6 ans, qui est le parcours normal. Donc on rentre après l'armée, après les psychométriques et des examens, le MOR ou le MIRCAM, ou 2 examens selon la faculté. Il y a il y a la passerelle, on va dire, de 3 ans pour les étudiants qui ont étudié à l'étranger, qui se fait à Tzfat. Et il y a aussi des programmes en 4 ans qui sont basés sur le modèle américain, c'est-à-dire des gens qui ont fait un Toar Rishon, donc une licence, généralement en biologie, mais pas forcément. Il faut avoir à faire un certain nombre de cours dans certaines, en chimie, physique, enfin tout, en vrai, tout ce qu'on fait généralement pendant les premières années de médecine, et qui peut, passer après certains examens dans le programme, on va dire, américain, c'est-à-dire en 4 ans. Donc ça reviendrait à 8 ans de médecine, à 7 ans de médecine techniquement, au lieu de 6 ans. Ouais, puisqu'il a déjà une licence, un Toar Rishon. Ouais, oui, il y a ça pour les infirmières aussi, je crois. Si une infirmière veut devenir médecin, elle peut passer. Possible, ouais. Elle peut candidater au programme de 4 ans, a priori. C'est un examen d'entrée ? Ceux qui veulent le programme de 4 ans, ils ont un examen d'entrée, je ne me souviens plus comment il s'appelle. C'est un examen très très connu de biologie. Okay. Mais ils ont un examen d'entrée. Et toi, tu as eu un examen d'entrée ? Alors, pour la passerelle des 3 ans, on doit avoir les psychométriques avec une assez bonne note. Enfin, une bonne note même. Pas aussi bonne que ce qu'ils demandent pour l'entrée en première année, évidemment. Puisque sinon, la plupart des gens ne seraient pas allés de base étudier à l'étranger. Et des examens oraux, donc des interviews. C'est ce qu'il fallait. Sur la médecine ou général, pour voir si t'es candidat adapté ? Général. Alors ça, c'est très très israélien. Moi, en fait, avant de passer à Tzfat, j'avais fait un programme Massa qui m'avait permis de faire des psychométriques. J'avais été admissible à Tel Aviv. Et donc, j'avais passé le MOR, ce qui est l'examen normal pour entrer dans les études de médecine dès la première année. Donc, le programme en 6 ans. Et c'est pareil, c'est une tonne de questions très personnelles, personnelles et psychologiques et examen de personnalité, très, très israélien, très bizarre pour un Français de faire face à ce genre d'examen. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on vient pas vérifier qu'est-ce que tu as appris pendant les 3 ans de médecine que tu as fait en France. Non. D'accord. Non, alors ça par contre, évidemment, ils demandaient les bulletins de notes. Okay. Il faut avoir une certaine moyenne minimum. Et avant, j'ai pas dit, excusez-moi, avant d'être invité aux interviews, on doit remplir tout un dossier écrit avec certaines des petites questions de personnalité, quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles, voilà. D'accord. Donc il faut préciser que si vous avez entamé votre 4e année en France, il est impossible de candidater à ce programme. Il faut vraiment venir après la 3e et pas avoir commencé une 4e année quelque part ailleurs. Ça, j'ai entendu ça après ma génération. Moi, ils ont probablement durci le ton un peu plus tard. Voilà. Toi, tu fais peut-être partie des premières générations qui a bénéficié de la création finalement du programme Tzfat. Moi, j'étais dans la 2e génération de Tzfat. Et avant moi, il y avait Sarah Amar, qui est une très bonne amie à moi, qui est la chaloutza de Tzfat. Et avec moi, il y avait Laura Derman, qui est aussi une très très bonne amie. Donc en fait, voilà, en tout, on était 3 Françaises dans les 2 premières générations. Après, je crois que récemment, après il y a eu un petit trou. Et là, récemment, il y a encore des Français qui ont... Les Duhamel. Franchement, respect, parce que les Duhamel, sur chaque promotion, alors que c'est un programme qui a été fait pour les étudiants israéliens qui ont été étudiés en Europe de l'Est principalement, on a régulièrement des francophones qui se battent. Cette année, il y a Victor pour qui être commence accepté. Voilà, qu'on en a plusieurs chaque année. Et généralement, ce sont des personnes qui font un break quand même dans leurs études pour
pour apprendre l'hébreu, pour préparer les psychométriques, et seulement après, on candidate officiellement à ce programme. Donc, je le disais, tu fais quand même partie des premières promotions, et jusqu'à encore il y a pas longtemps, régnait une espèce de flou sur est-ce que finalement les diplômés de cette nouvelle faculté auraient des facilités ou pas à rentrer en internat. On l'a vu tout à l'heure, une coupure du Globs qui date donc du mois de juillet, qui a prouvé finalement que les résultats de cette nouvelle faculté, des étudiants de cette nouvelle faculté, valaient autant que les résultats des étudiants des facultés traditionnelles de Tel Aviv, du Technion, de Ben Gurion. Finalement, toi concrètement, quand tu as commencé à chercher un internat, est-ce que ça a pu être quelque chose d'embêtant de venir d'une fac qui est nouvellement créée, ou pas tant que ça? C'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup avant, je vais pas mentir. Vraiment, je me posais la question, comment ça va être perçu, etc. Et on m'avait dit plusieurs fois, en Israël, ça ne change rien où tu as étudié. L'important, c'est d'être boger haaretz, c'est-à-dire d'avoir étudié en Israël. Ça te met sur un autre niveau que les autres. Et la faculté, on s'en fiche. Bon, moi, j'étais quand même un peu sceptique, parce que quand même une nouvelle fac, même moi, je me demandais quelle va être la valeur des études. Est-ce que je vais être considérée comme quelqu'un qui sort de Tel Aviv ou du Technion? Et je pense que ça rejoint le système d'admission à la spécialité. C'est qu'en fait, c'est pas extrêmement important où tu as étudié, c'est important qui tu es, ce que tu sais et comment tu sais te faire valoir. Et puis aussi, il y a beaucoup de liens humains, c'est-à-dire que d'après ce qu'on a compris, ce qu'on nous a raconté, c'est pas seulement si t'es bon médecin, bien évidemment ça commence par là, mais c'est aussi la chimie qu'il peut avoir entre toi, le chef de service et les autres internes du service. Je crois que c'est quelque chose qui a une incidence sur ton acceptation ou non dans le service. Ce que je trouve bien d'ailleurs, c'est une chose que je trouve bien, puisqu'après on va être en Israël, on change pas de service pendant tout notre internat. On a quelques semestres qu'on fait en extérieur, mais c'est-à-dire moi par exemple j'ai 6 ans d'internat. Sur mes 6 ans, je suis 4 ans et demi dans mon service. Donc c'est important de bien m'entendre avec mes collègues. Et s'il y a quelqu'un qu'on apprécie moins, c'est... Et du coup, la période de stage que les Israéliens font, que tu as dû faire entre la 6e année et le début de l'internat, elle sert aussi finalement de tremplin vers un internat. Où est-ce que tu as fait ton stage, toi ? Moi, j'ai fait mon stage à Ichilov. À Ichilov. J'étais dans les chanceux qui ont eu Ichilov parce que le stage, c'est une agrala, c'est-à-dire tirage au sort. En gynécologie, tu as fait ? Non, alors le stage, en fait, c'est une année qu'on fait, on passe dans tous les services. On fait 2 mois en pneumite, c'est-à-dire médecine interne, 2 mois en chirurgie, 2 mois en pédiatrie, 1 mois en hardama, on a 1 mois de vacances. Anesthésie. En anesthésie, on 1 mois de vacances, et on a 2 mois au choix, donc 2 mois libres. Qu'on appelle l'élective. Exactement. Donc l'élective, c'est critique pour quelqu'un qui ne veut pas une des spécialités qu'on vient de dire. Pour les Français, s'ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait pendant le stage, on est un peu comme une sorte de super externe. Ça existe en France, en super externe. C'est un code entre médecins super externe. En fait, déjà, il faut savoir qu'en Israël, pendant les études, on est très sur le modèle américain, c'est-à-dire shadowing. C'est-à-dire qu'on est très en train de suivre les médecins, regarder les médecins. On fait quelques gestes, mais pas grand-chose. Ça a l'avantage qu'on ne fait pas la photocopie comme l'externe en France, mais ça a le désavantage qu'on a beaucoup moins la main sur le traitement. On n'écrit quasiment rien dans les dossiers. Il y a le côté médico-légal qui est très présent. Donc le stage, ça permet vraiment de parer totalement à ce manque qu'il y a pendant les études. C'est-à-dire que le stage, t'es totalement investi. Sauf, enfin, tu t'occupes vraiment des patients, t'écris dans le dossier, tu reçois les patients, t'es médecin. T'as pas encore le titre, mais... Tu reçois le diplôme à la fin, on reçoit le diplôme à la fin du stage. Donc voilà. Vous avez un salaire qui commence à être décent déjà à ce moment-là, par rapport, en tout cas si je compare à ce que gagne un externe en France ou même un interne. Ouais, le stage, le salaire, il est pas top. Mais faut pas dire ça à un étudiant de France. Mais... Non, mais après, pendant l'internat, on a un salaire normal. Qui est d'ailleurs plus élevé que le salaire d'un interne en France. En France, en fait, si je ne me trompe pas, le salaire, il augmente en fonction des semestres. Donc, il est plus élevé qu'un interne de 1er à 4e semestre, je crois. Mais après, je pense que ça se rejoint. Je ne suis pas certaine, mais je pense que ça se rejoint plus ou moins. Et donc pendant cette année de stage, en effet, il y a l'élective, qui est une période critique, puisque là, on doit choisir... on a au choix, on peut aller dans le service qu'on veut, dans l'hôpital qu'on veut.
Et là, faut c'est être le moment stratégique. de faire ses preuves. Voilà, exactement. Il faut choisir les bons services et le service où on veut faire son internat. Exactement. Et là, tu l'as fait où ton élective? Alors moi, moi, j'ai pas été assez stratégique. Mauvaise question. Non, après, c'est... Coupé. Moi, j'ai fait mon élective. J'ai fait 2 électives, puisque c'est 2 mois d'élective. J'ai fait le premier à Shaare Zedek, puisqu'on avait peut-être le projet d'aller à Jérusalem. Et j'ai fait mon second élective à Wolfson, qui là a été une très bonne expérience à Wolfson, mais voilà, ça reste quand même un petit hôpital. Après, j'avais envie quand même d'aller voir d'autres choses au final. Donc, ce qui se passe en Israël, c'est que généralement, c'est quand même assez rare qu'au bout de l'élective, quelqu'un soit directement accepté dans un service, surtout dans les spécialités qui sont très demandées. La gynécologie, c'est une des plus demandées en Israël. Je sais pas si c'est une des plus demandées, mais ouais, c'est une spécialité. En fait, si, c'est une spécialité très demandée, mais c'est une spécialité où il y a plus de postes qu'ailleurs. C'est-à-dire que d'un point de vue proportionnel, c'est pas la plus dure à obtenir. C'est très dur à obtenir, mais c'est pas la plus dure à obtenir. C'est pas comme la chirurgie plastique, par exemple. La chirurgie plastique, ça relève du miracle. Voilà, à Fos-en-Garonne, donc ORL, c'est difficile aussi puisqu'il y a peu de postes, c'est des spécialités où il y a peu de postes. Les services de gynéco, c'est des gros services et c'est des services qui rapportent généralement beaucoup d'argent à l'hôpital. Oui, puisque une femme qui accouche dans un hôpital rapporte à l'hôpital environ 13 ou 14 000 shekels du bitoire Léomi. Exactement, donc c'est les services les plus lucratifs pour les hôpitaux et donc généralement, les chefs de service de gynéco ont un peu plus de pouvoir face à la direction de l'hôpital. Et ils peuvent un peu plus pousser et demander des tkanim que dans d'autres spécialités. Des tkanim, donc des postes. Des postes, que dans d'autres spécialités. Après, ça reste quand même... C'est très demandé, donc... Il y a aussi des postes financés par les Coupotrolim. Il y a aussi des postes financés par les Coupotrolim. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, la gynécologie médicale n'existe pas. Donc, tous les gynécologues sont obstétriciens. Et les Coupotrolim qui ont aussi besoin de gynécologues vont devoir recruter ensuite des gynécologues qui ont été formés par l'hôpital ou, dans certains cas, ils vont pouvoir financer tout l'internat d'un gynécologue qui va s'engager en échange à travailler pour la Coupotrolim. Autant de temps à la Coupotrolim, ouais. Et malgré tout, vous êtes quand même en manque d'effectifs dans le service. C'est toujours comme ça, je pense. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme ça partout. Puis il y a beaucoup d'accouchements. En Israël, le taux de natalité est assez élevé. Dieu bénisse. Exactement. Au Hachem, vraiment, c'est très beau à voir. Pour le coup, moi, j'ai une spécialité qui est vraiment géniale à exercer en Israël parce que... Pourtant, le gynéco, il est en Israël, expérience personnelle, marié, 2 enfants. On l'a pas vu beaucoup, le gynéco en salle d'accouchement. Il y a la méyalédette et il y a la sage-femme. Tant mieux, ça veut dire que ça s'est bien passé. Ah d'accord, donc le gynéco il est là pour des complications. Exactement. D'accord. Comme en France. En France, c'est pareil. Je sais pas, j'ai pas accouché en France. Enfin, on n'a pas accouché en France. Exactement. Donc nous, en plus à Ashdod, on a beaucoup plus de naissances que ce qu'ils pensaient qu'il y aurait. Okay. On est toujours en train de s'agrandir. Ça fait 2 ans que l'hôpital est là, mais on est toujours en train d'agrandir. On a à peu près 5500 naissances par an, il me semble, presque. Donc, voilà. Jérusalem, je crois que c'est 8000 à Shaare Zedek, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est pas très, très loin. Quoi. Peut-être même plus. Non, il me semble que Shaare Zedek, c'est plus. Il me semble que c'est dans les 10 000, même plus. 10 000. Je dirais même plus, ouais. Ok. Alors, parle-nous un peu du coup de la vie pendant ton internat. On entend beaucoup les internes israéliens se plaindre de la difficulté des conditions. On a parlé du manque d'effectifs beaucoup. Des heures de garde à n'en plus finir. Comment toi tu perçois les choses? Alors, t'as pas forcément le modèle français en comparaison, mais est-ce que tu sens aussi le fait qu'on vous pousse à bout, que c'est vraiment difficile? Ouais, j'ai quand même un petit peu le modèle français puisque j'ai beaucoup d'amis en France, mais évidemment c'est très difficile. Je pense pas que c'est plus difficile qu'en France. À titre personnel, je pense qu'on fait un petit peu plus de garde. Après, ça dépend des hôpitaux. Par exemple, à Bellinson, ils font 4-5 gardes par mois en gynéco, ce qui est vraiment très peu. Nous, on est à 6-7. La plupart des hôpitaux, ils sont environ à 6-7 gardes par mois. Ça peut même aller jusqu'à 8 et 9. Je pense qu'on entend aussi beaucoup les Israéliens. Je dis pas, on n'a pas une vie facile, mais je pense pas qu'elle est plus difficile qu'en France. Je pense juste que les Israéliens savent mieux se faire entendre. Et du moins, on crie plus. Je ne sais pas si au final, on se fait mieux entendre, mais on crie plus. Et par exemple, les Français, généralement, ils terminent plus tard que nous, jour le jour. La plupart de mes copines, elles terminent quand même à 18-19 heures.
Moi, j'ai la chance de terminer vers 15-16 heures, souvent en retard, donc souvent 17 heures, mais globalement, ça reste raisonnable. Et en termes de garde, on travaille 26 heures, c'est énorme, mais c'est pas logique. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde. Et... Là, t'es après une garde, c'est ça? Non, je suis pas après une garde. Non, là, ça va. Une question, quand on a étudié et qu'on a fait cette passerelle à Tzfat, la logique ne voudrait pas qu'on continue à Tzfat, l'internat, où il n'y a aucun rapport, les étudiants repartent, restent, comment ça se passe? Non, voilà. Alors, quand j'ai dit aucun rapport, le stage, comme j'ai dit, c'est une agrala, donc un tirage au sort. Et généralement, quand même, d'être dans l'hôpital dans lequel on fait notre stage aide quand même. Par exemple, quelqu'un qui va être pédiatre, il a obligatoirement 2 mois dans son propre hôpital. Si après, il prend ces 2 mois d'élective pour essayer un autre hôpital, ça lui ouvre vraiment beaucoup de portes. Par exemple, moi, j'avais 2 mois à Ichilov. Si j'avais voulu être pédiatre, j'aurais fait 1 mois à Tel HaShomer, 1 mois à Schneider, par exemple. Et ça ouvre quand même beaucoup de portes. Donc, c'est le stage, je pense, qui est beaucoup plus un élément clé pour la suite, plus que là on a étudié. Après, évidemment, le but du gouvernement israélien, c'était d'augmenter le nombre de médecins qui restent dans le Nord, et aussi de développer les hôpitaux de la Galil. Ça, je pense que ça marche, puisque le fait qu'il y ait une faculté, ça amène des chercheurs, ça amène des professeurs. Donc ça développe les hôpitaux. Après, est-ce que les gens restent? Je ne sais pas si beaucoup, mais je pense peut-être plus que ce qu'il y avait avant, mais ça reste quand même un choix de vie de vivre en Galilée. Donc, vous, ça vous a pas tenté à un moment ou à un autre? Moi, non. À l'époque, j'étais célibataire en plus, donc j'avais envie d'aller à Tel Aviv ou à Jérusalem. J'avais envie d'aller dans la ville, dans la grande ville, même si j'ai beaucoup aimé mon expérience à Tzfat, mais je me voyais pas rester là-bas. Vous cumulez d'autres fonctions pendant l'internat. On entend beaucoup les Israéliens. Finalement, généralement, on fait ses études. C'est quelque chose d'à côté de la vie. On continue, on se marie, on a des enfants. Et donc, il faut financer ses études. Puis ensuite, des fois, l'internat ne suffit pas. Des fonctions d'osérofé, d'aide-médecin, pour certains, même des postes d'infirmiers. C'est des choses qui se font régulièrement en Israël. Pas en tant qu'interne, en tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant. Voilà, en tant qu'étudiant, souvent, moi j'étais aux Eretrophées aussi, en Pnimit à Ichilov. Donc en tant qu'étudiant, généralement, les étudiants, ils ont toujours un petit boulot en Israël, même les étudiants en médecine. Et souvent, aux Eretrophées, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, en fait, c'est comme un externe. T'es comme un externe pendant des gardes, ou jusqu'à 23h, t'aides l'interne pendant la garde. J'imagine que c'est très formateur, mais aussi ça permet de créer une proximité avec les équipes si on envisage de rester en internat derrière. Exactement, ça aussi c'est un bon moyen. Donc en fait, pas d'ECN en Israël, et tous les moyens sont bons pour se faire apprécier donc, du chef de service et des équipes pour ensuite avoir une chance de rester. Il n'y a pas d'ECN, mais il y a quand même des examens de fin d'études qui ne sont juste pas classants, mais c'est l'équivalent de l'ECN. C'est des examens de fin d'études sur, en gros, toute la médecine, mais c'est juste que ça ne nous classe pas. On est obligé de les passer. Après, ce qui permet de valider finalement donc, votre formation. D'ailleurs, exactement. Vous avez aussi des examens pendant l'internat, le fameux Shlav Aleph et Shlav Bet. Examen écrit, puis examen oral à la fin pour valider le... Exactement. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'il n'y a pas en France. Si pendant notre internat, on doit en plus étudier à côté. En France, évidemment, ils doivent aussi étudier, mais là, on a vraiment des examens qui sanctionnent. Si on les rate, on reste en internat. Ouais. On continue jusqu'à ce qu'on les réussisse. D'ailleurs, c'est souvent un problème, surtout, c'est connu des immigrants russes, que souvent les Olim Pradashim ont un taux de réussite moins élevé à ces examens. Après, je pense que ça vient du fait qu'il faut avoir une très bonne lecture de l'hébreu et savoir répondre à des questionnaires, donc des questions américains, des QCM. Voilà, je pense que ça vient de ça. Ça vient peut-être parce que beaucoup... différences culturelles. Donc c'est différences culturelles et... Plus que de connaissances médicales. Ouais.
C'est passionnant, hein. On pourrait rester à poser plein de questions et je suis sûr que nos auditeurs et ceux qui sont dans le cas dans lequel tu étais avant d'arriver auraient plein de questions. Le temps commence à on la réinvitera. Ça, de toute façon, on fera un deuxième épisode. Donc arrivant en fin d'émission, quand même une question, peut-être un conseil, un tip, comme on dit en hébreu, pour les internes qui envisageraient de venir commencer ou continuer leur internat en Israël, puisque les deux possibilités aujourd'hui se proposent à ceux qui le voudraient. De ton expérience? Alors, je pense déjà que rien n'est impossible. Ça, c'est toujours vrai. En Israël, surtout. Les clés les plus importantes, je pense, c'est la maîtrise de l'hébreu. Même si c'est difficile, je pense que c'est vraiment indispensable pour pouvoir être médecin ici. Même si on n'arrive pas avec une maîtrise totale, mais avec une maîtrise déjà qui doit être assez bonne plus. Et ne pas hésiter, si on veut une spécialité, se renseigner quels sont les services qui recherchent, quels sont les bons services, et ne pas se démoraliser. Très souvent, il y a beaucoup de schmottes, de rumeurs. Là, ils prennent pas. Là, il faut avoir un PhD. Là, il faut avoir fait des articles. Au final, un interne qu'on aime, il va être pris. S'il est bon, si c'est bien de s'exprimer, si c'est bien de se mettre en valeur, il va être pris. Et je pense que les médecins français, sont des très bons médecins. Il n'y a pas de raison qu'ils ne sachent pas se mettre en valeur. Je pense qu'ils sont aussi valorisés par les médecins israéliens. Ils ne sont pas considérés comme des médecins qui viennent de n'importe quel pays. La médecine française, c'est niveau États-Unis et Angleterre, voilà. Les pays qui sont exemptés d'examen d'équivalence. Exactement. Donc je pense qu'il faut beaucoup y croire et savoir où on veut aller, se dire que ça va peut-être prendre un peu de temps, pas mettre toutes les œufs dans le même panier, essayer par exemple 2 services Et d'ailleurs, c'est des conseils qui sont aussi très très bons pour des médecins qui envisagent une nouvelle spécialité en Israël. Je pense à des médecins généralistes qui rêveraient en fait de devenir pédiatre, de devenir gynécologue. Il n'y a pas de limite, tu l'as toi-même dit, tout est possible, tout est envisageable. Et donc ces conseils sont aussi bons dans un cas comme ça. On en connaît plusieurs au lit médical, donc des médecins qui ont profité de leur alia pour se réorienter et des médecins de tout âge. Ça, c'est vrai que c'est bien parce qu'en Israël, pour le coup, si on rêve d'être... moi, j'ai des copains qui rêvaient d'être chirurgiens et qui, à cause de l'ECN, se retrouvent médecins généralistes. Je trouve d'ailleurs que la médecine générale est une spécialité magnifique. Mais quand on veut être chirurgien, c'est quand même pas le même monde. Donc, en Israël, pour le coup, au pire, si vous êtes prêt à... Si vous voulez pas attendre et que vous voulez pas rester longtemps à courir après un service, au pire, si vous vous éloignez un peu, si vous allez en périphérie, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des places. C'est un peu comme en France, au final, il y a beaucoup plus de places en périphérie. C'est-à-dire que, voilà, même en Aphosen-Garonne, donc en ORL ou en ophtalmo, qui sont des spécialités très demandées, quand on va dans le nord du pays, on a beaucoup plus de chances d'avoir que quand on va à Tel Aviv. À la différence que la pire de toutes les périphéries, si on se retrouve à Eilat, elle est... Bon, d'abord, on est à Eilat, et puis ensuite, on est quoi, à 3 heures, même pas de Tel Aviv, alors qu'en France, une périphérie, on pourrait se retrouver à 800-900 km de Paris, donc ça a quand même géographiquement une certaine influence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez des questions, que vous voulez en savoir plus, ou même savoir, puisque nous, on est en contact avec les hôpitaux, avec le ministère, et que vous voulez savoir s'il y a des postes disponibles, bon, c'est très dynamique, mais malgré tout, on est au fait, en tout cas, on peut mettre en contact. N'hésitez pas à nous contacter à Olim Médical, olimmédical@gvaim.org.il. Et puis, si tu es d'accord, Rina, on pourra aussi donner tes coordonnées, ou bien transmettre des demandes qu'on aurait eu d'auditeurs qui étaient dans ton cas ou qui sont dans ton cas, si tu as le temps entre deux gardes d'y répondre. Tous ceux qui sont à Bichat me connaissent généralement de génération en génération et je reçois des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Bah voilà, ça fait plaisir en tout cas d'entendre et c'est l'occasion de te souhaiter Be'atzlacha pour la suite et Shana Tova. Merci beaucoup Rina. Merci beaucoup Shana Tova. Merci à vous, c'est l'occasion de rendre l'antenne. Merci aussi de Kalita pour nous avoir accueillis aujourd'hui et à la Fondation Adélis qui finance le programme Olim Médical. Merci Jonathan. Merci Aurélien. À bientôt. Shana Tova. Shana Tova, au revoir.